bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on a la chance d'être avec un entraîneur garçon d'une équipe féminine, d'un club qui a une équipe féminine depuis une bonne dizaine d'années, dont tu as la chance de t'occuper. Tu as été un ancien joueur professionnel. Tu es un Breton, tu es de la région de Quimper et tu as été formé au Stade Rennais. Tu as joué à la Berrichonne de Châteauroux, tu as joué à Vannes, tu as joué dans pas mal de clubs, au Stade Brestois. Et tu étais champion de France de national avec Vannes, ce qui est une belle expérience. Et tu as terminé ta carrière de joueur en fait par une saison à Saint-Malo. Ouais. Je passais aussi par Moulins. Après Vannes, je vais à Moulins, ouais, où je fais aussi l'accession de la N2 au national. Et ensuite j'arrive pour ma dernière saison effectivement à Saint-Malo. Et tu embrayes derrière directement, donc avec l'équipe féminine de Saint-Malo qui est en DH à l'époque. C'est ça, j'avais signé pour 2 ans en tant que joueur à Saint-Malo. Et malheureusement j'ai pu faire qu'une année, c'était physiquement difficile pour moi de continuer. Mais j'avais passé tous mes diplômes d'entraîneur et puis j'ai toujours, alors pas beaucoup coaché parce que je jouais donc c'était difficile d'avoir une équipe le week-end, mais entraîner des équipes voilà, de jeunes. Voilà, tout le long de ma carrière. Et puis donc je voulais rester au club parce que je me plaisais bien dans la ville et au club. Et donc j'ai demandé à basculer dans le staff. Et voilà, et donc il me propose l'équipe féminine, de reprendre la section féminine. Et donc quelle a été ta première réaction? C'était de dire bah oui j'y vais, je me lance, ou de dire bon c'est par défaut en fait Ma première réaction, quasiment instantanée, a été plutôt de dire oh non, non, effectivement, je ne m'étais pas projeté du tout là-dessus au départ. Ayant passé 15 ans dans le milieu pro, semi-pro garçon, je voulais apporter mon expérience et puis surtout ma connaissance aussi de ce niveau-là au club. Donc j'étais plutôt parti là-dessus. Et puis surtout, je ne connaissais pas du tout ce monde féminin. J'avais vu un match ou deux, mais pas plus, quoi. Donc, première réaction était plutôt de ne pas accepter. Et puis, les dirigeants de l'époque me laissent quelques jours pour y réfléchir. Et puis finalement, j'accepte assez rapidement parce que c'était une première expérience pour moi. Et je trouvais que ça pouvait être enrichissant parce qu'il y avait tout à faire, tout à construire. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, hein. On a quasiment construit un club, donc ça a été très, très formateur. Et puis découvrir aussi un autre football, c'était aussi me remettre aussi un petit peu en question. Et en tout cas, ça a été une belle expérience. Alors tu restes, donc depuis cette date, tu restes dans l'encadrement de cette équipe. Donc c'est une longévité remarquable quand même pour une équipe féminine. Ça fait plus de 10 ans que tu es à la tête de l'équipe. Je commençais en 2011 jusqu'à cette année. On a commencé, l'équipe était en R1 féminine. Voilà, j'avais 20-25 joueuses. On n'avait qu'une équipe senior au club. Et puis on a travaillé avec les dirigeants pour essayer de la faire grandir, la développer, en essayant de chercher l'élite. Au bout de 3 ans, on monte en D2. On a commencé en fédérant avec les clubs aux alentours de Saint-Malo à créer des équipes de jeunes. 1, 2, 3. Ensuite, on a pris l'option de prendre notre indépendance, voilà, mais continuer à travailler. On a monté les U19 nationales, et puis voilà, une équipe réserve aussi. Voilà. Ce qui fait que depuis 4-5 ans maintenant, on a vraiment une filière complète féminine et puis un niveau de performance qui nous a permis d'être pendant 8 ans sur la 3e ou 4e place en D2, donc d'être dans les 24 meilleures équipes françaises. Ouais. Alors est-ce que justement votre projet club a intéressé beaucoup de jeunes filles du coin, de jeunes filles du 35 ou est-ce que vous avez été toujours obligé d'aller chercher un peu à droite à gauche? Parce que tu as parlé d'un projet club et évidemment il a été remarquablement bien construit avec une école de foot, comme tu as dit, des équipes de jeunes, une réserve qui jouait à un très très bon niveau. Tu as réussi à convaincre les clubs autour de travailler avec vous, d'être en partenariat?
Ouais, après, notre premier objectif, au-delà d'aller rechercher le niveau, c'était développer une nouvelle forme de pratique sur Saint-Malo et sur le bassin malouin. Parce qu'effectivement, quand on a commencé, il n'y avait pas d'équipe féminine jeune ou senior quasiment à part nous. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler, donner la possibilité aux jeunes filles de jouer au football sur Saint-Malo et la région. Donc à travers ça, on a essayé de rassembler un petit peu toutes les forces, c'est-à-dire rassembler déjà les joueuses qui jouaient avec les garçons dans différents clubs. On les a rassemblés autour d'une équipe, et puis deux, et puis voilà. Et puis après, on a augmenté le niveau aussi. Je pense aussi d'autres clubs féminins ont commencé à se monter. Voilà, donc c'est tout le bassin malouin qui a profité. Il a fallu aussi changer les mentalités, parce qu'au départ, c'était il y a 11 ans, c'était pas du tout la même mentalité qu'aujourd'hui. Le foot féminin n'était pas encore totalement accepté. Donc il a fallu convaincre aussi les parents, voilà, etc., de laisser leurs filles jouer. Et puis voilà, à force de travail et beaucoup d'énergie, on a réussi à développer ce projet. Alors est-ce que tu penses que la rétrogradation cette année, malheureusement, de D2 féminine en D3, puisque maintenant il y a la création de cette D3, est-ce que c'est un coup d'arrêt pour vous? Est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que tu penses que vous pouvez logiquement rebondir et retrouver le haut niveau? Parce qu'en fait, il faut dire que l'année Covid, en 2020-2021, tu étais quasiment premier à la trêve. Tu étais quasiment en position de monter en Ligue 1 féminine. Et là, donc 2 ans après, bon, est-ce que c'est un coup d'arrêt ou est-ce que c'est quelque chose qui est malheureusement dans les faits parce que vous n'avez pas les moyens de certains clubs professionnels? Oui, alors en fait, effectivement, pour nous, le Covid, ça a été un vrai moment charnière. C'est-à-dire jusque-là, on a eu un développement assez croissant sur notre section féminine. Au départ en montant en D2 et ensuite en allant chercher le haut niveau en D2. C'est vrai que régulièrement on était 2e, 3e sur ce championnat-là. Et puis parce qu'on avait aussi à ce moment-là, on avait un projet, un fonctionnement qui marchait bien par rapport au niveau. C'est-à-dire on travaillait beaucoup en double projet avec nos joueuses. C'est-à-dire qu'elles avaient un travail ou une formation et puis le football à côté. Et ce modèle-là fonctionnait vraiment bien. Et on est arrivé au maximum, je pense, sur l'année effectivement du Covid, où on avait des joueuses du coup, qui étaient bien au club, donc on arrivait à construire l'équipe, à travailler sur notre projet de jeu, à l'améliorer d'année en année. Et c'est vrai que sur cette année-là, l'année du Covid, on fait un début de saison très bon et on était effectivement parti, je pense, pour faire une belle année. Et puis derrière, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu l'émergence de tous les clubs, de beaucoup de clubs professionnels qui ont investi un peu plus et mis un peu plus de budget sur la section féminine. Et là, c'est vrai que ça a été plus difficile pour nous. On a commencé à perdre régulièrement des joueuses, avoir vraiment des difficultés à les garder, avoir plus aussi de difficultés pour en faire venir des nouvelles avec la qualité que nous on recherchait. Donc notre projet a été plus difficile. Donc, pourtant on a essayé toujours de construire, on a travaillé notre staff, notre organisation en mettant des entraînements l'après-midi, voire même le matin, en travaillant plus, en allégeant aussi la charge de travail à côté de nos joueuses, en se professionnalisant un petit peu. Mais malgré tout, on n'arrivait pas à suivre. Jusqu'à l'année dernière, sur l'intersaison, on perd 16 joueuses. Cette année, on en perd encore 12. Et cette demi, pour moi, c'est une demi-descente, était quand même... on savait que ça pouvait arriver. Maintenant, j'espère que ça va pas être justement un coup d'arrêt. Nous, on ne le prend pas comme ça. C'est juste à un moment donné, c'est de réfléchir. Maintenant, aujourd'hui, on a un fonctionnement qui a longtemps marché, mais qui aujourd'hui ne marche plus. Il y a une professionnalisation du niveau. Et comment nous on fait, comment on se positionne là-dessus, comment on fait pour tirer notre épingle du jeu. Donc aujourd'hui, on est en réflexion par rapport à ça. Et puis on essaye de mettre les choses en place pour ça. Mais l'idée, c'est de construire pour à nouveau, à un moment donné, peut-être être prêt à retrouver au moins la D2. Sachant que on le sait très bien, plus ça va aller, plus il y aura des clubs professionnels. Là aujourd'hui, sur les 24 meilleures équipes françaises, il doit rester peut-être 3 clubs amateurs.
peut-être que d'ici 2 ans, il n'y en aura plus. Donc pour pouvoir à nouveau se confronter à ces clubs à structure professionnelle, faudra être costaud. Donc c'est à nous de préparer ça. Ouais, effectivement, dans la D2 donc de demain, il y a des clubs comme Albi, comme Montauban, comme Thonon, Evian, etc. Ce ne sont pas des clubs qui ont grand-chose de plus que Saint-Malo. Je veux dire, ils seront confrontés aux mêmes problématiques, c'est-à-dire rencontrer de plus en plus de clubs professionnels avec des moyens qui sont conséquents, supérieurs aux vôtres. Ouais. Donc j'ai envie de dire, et tu as répondu en partie, on va travailler pour retrouver ce niveau qu'on a quitté. C'est ça. Après, c'est sûr, hein, en tant que club amateur, on essaye vraiment de trouver des solutions. C'est très énergivore, faut reconnaître. Mais après, c'est stimulant aussi. Nous, là, pendant toutes ces années, on a joué le FC Nantes, Metz, Lille. Les faire venir à Saint-Malo, que ce soit pour nos jeunes et puis même pour le club, c'est des super affiches. Voilà. Maintenant, c'est très bien que c'est des clubs qui ont des budgets bien supérieurs, 3 fois, voire 4 fois supérieurs à nous. Donc, il faut trouver les moyens voilà, de réussir et de tenir l'opposition. C'est ce qu'on a réussi à faire longtemps. Bon, là, cette année, je pense qu'on est aussi tombé dans une poule très, très relevée. Voilà, notre poule était très, très forte. Avec vraiment des équipes qui ont investi beaucoup sur la sélection féminine et pourtant certaines sont descendues avec nous. Descendent avec nous La Roche ou ici les Moulineaux. C'est quand même des équipes historiquement fortes dans le football féminin. Voilà, après c'est comme ça. Maintenant c'est fait, c'est à nous de travailler pour rebondir et pour trouver un nouvel élan à notre sélection féminine. C'est bien parce que tu as dit tout à l'heure que vous vous étiez donné les moyens, et c'est vrai, je peux en témoigner, puisque vous avez une logistique, des moyens logistiques de déplacement, d'organisation, par rapport à vos voyages, à l'hôtel, au restaurant, etc., que toutes les équipes de D2 n'ont pas. Donc vous avez vraiment franchi un palier. Bon, votre budget augmente pratiquement chaque année, mais pas au niveau évidemment des clubs de haut niveau professionnels. Et ce serait intéressant de voir effectivement votre rebond, parce que vous êtes une équipe vous êtes un club d'ailleurs que tout le monde apprécie beaucoup. Et je pense qu'effectivement, il faut envisager très sérieusement, par le travail et par l'organisation, de retrouver le niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Non, l'honneur en revient vraiment aux dirigeants, parce que pour avoir une section féminine pour un club amateur comme l'US Saint-Malo, c'est vraiment un choix par conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'US Saint-Malo donne à quasiment 25% de son budget à sa section féminine. Pour un club de National 2, on est je pense, dans un plus gros pourcentage en fait en France. Et ça prouve bien l'investissement des dirigeants, qui pourraient très bien se dire cet argent-là, quelque part, on pourrait le donner aux garçons pour aller chercher un niveau national ou Ligue 2. Maintenant, ça ne se fait pas tout à fait comme ça. Et en tout cas, ça montre bien l'envie et la volonté des dirigeants vraiment de développer le foot féminin de façon déjà quelque part morale. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça montre bien la qualité des dirigeants. Et ensuite, l'idée qu'on a, nous, à l'US Saint-Malo, c'est vraiment mettre les joueuses vraiment dans les meilleures conditions. Voilà. Avec nos moyens, mais dans les meilleures conditions. C'est aussi pour ça qu'on est plutôt bien accepté dans le milieu, on est apprécié dans le milieu par les joueuses, parce qu'elles savent ça. Et tous ceux qui sont dans le football féminin connaissent la mentalité et l'état d'esprit du club. Donc c'est une vraie force. Donc, nous, on a essayé de travailler là-dessus. Maintenant, ça n'a pas suffi. Donc maintenant, c'est à nous de continuer là-dessus. Et avec ces valeurs-là, mais en en travaillant encore plus sur l'organisation et sur le niveau foot en fait, pour trouver des solutions pour pouvoir rebondir et réintégrer l'élite. Alors on a parlé du club, maintenant on va parler un peu de toi. Ton comportement d'entraîneur en fait, ton management. On parle souvent des différences entre le management garçon et le management fille. Qu'est-ce qu'il faut de plus? De l'empathie, de la souplesse, C'est intéressant de savoir vu ta longévité.
Oui. Effectivement, travailler avec un public féminin, c'est différent sur certains aspects, puis d'autres, c'est un peu similaire. Bon, déjà, dans tout ce qui est projet de jeu, principe de jeu, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, après, les filles aiment bien être, encore plus que les garçons, être acteurs de leur pratique. Et elles ont besoin de sens. Donc ça, il faut leur apporter. Travailler, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu avec elles, plus être dans la construction du projet de jeu, la co-construction, ça, elles apprécient beaucoup. Et puis, elles ont un vrai sens du collectif. Voilà. Le plus important pour elles, c'est l'énergie qui se dégage de l'équipe, les relations qu'elles ont entre elles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prioriser dans le travail et qu'il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment accentuer pour tirer la quintessence d'un groupe féminin. Après, moi, j'ai connu des filles avec des mentalités exceptionnelles. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne retrouverait pas, mais je donne un exemple. J'avais une joueuse qui s'appelait Mathilde Lemeur. Elle habitait à Lannion, c'était 1h45 d'ici. Elle faisait à l'époque 3 allers-retours, 2 fois pour s'entraîner et 1 fois le week-end. Les allers-retours pour venir jouer avec notre équipe. Et elle venait toujours avec le sourire. Et elle était hyper proactive dans le projet du club. Ça montre aussi le sens du sacrifice lorsqu'elles se sentent bien dans un club, avec les joueuses, dans le collectif. Elles sont capables de faire des choses très, très fortes, quoi. Alors on dit quelquefois que dans les équipes féminines, il y a des clans, il y a des choses comme ça. Est-ce que tu as ressenti ça? J'ai vu que tu donnais une bonne image de votre fin de saison qui a été difficile et dont tu disais qu'en fait le groupe était resté extrêmement soudé, extrêmement collectivement très fort et que malheureusement la descente n'était pas due à des problèmes dans l'équipe, mais que c'était un échec sportif, un semi-échec sportif, on va dire. Oui, c'est un aspect, ça peut être la difficulté d'un vestiaire féminin. Effectivement, il peut, si on n'en fait pas attention, il peut se créer plus facilement peut-être des clans parce qu'elles peuvent avoir des affinités encore plus fortes entre elles. Effectivement, il faut être soucieux de ça. Maintenant aussi, par contre, si elles se sentent bien, elles sont capables de soulever des montagnes, quoi. Donc, de gravir des montagnes. Donc, il faut faire attention à ça. Après, c'est plein de petites choses. C'est des petits détails, genre quand on part en déplacement en minibus, il ne faut pas toujours donner les mêmes places, etc., changer les chambres, etc. Enfin bon, c'est des petits détails, mais en tout cas, il faut faire attention effectivement à ça, ça peut être un des dangers. Surtout qu'en tant que garçon, on n'a pas forcément accès à tout le vestiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le vestiaire avec elle. Donc, et par moment, moi j'ai su, par exemple, des difficultés qu'il y avait eu sur une saison entre les joueuses, je l'ai su parfois 2 mois après. Parce qu'on ne le voit pas forcément, elles sont capables de ne pas le montrer. Donc voilà, il faut trouver des petites parades à ça, et puis toujours avoir cet esprit de travailler ensemble, de faire des petits exercices par atelier, etc. Donc il faut aménager un petit peu sa pédagogie pour éviter ça. Tu parlais des problèmes de vestiaire, de garçons-filles. Ça t'a posé quelquefois des problèmes ou pas, non? Non, du tout. Non, on avait une façon de fonctionner qui était claire. Voilà, elles avaient des temps à elles, ce qui peut-être n'était pas plus mal non plus. Comme ça, elles avaient le temps d'échanger entre elles, à l'abri du regard ou de l'écoute du staff. Voilà, et puis il y avait des moments où on était vraiment entre nous et on travaillait sur le projet de jeu. Non, là-dessus, ça n'a jamais été problématique. Comment tu la vois l'année qui arrive là? Je pense que déjà on a un avantage, c'est qu'on a notre vécu. Voilà, on a quand même été pendant 8 années en D2, donc on a cette connaissance du niveau supérieur, l'exigence aussi qu'elle a. Voilà, après on repart sur un nouveau cycle. D'ailleurs c'est pour ça que moi aussi je n'ai pas souhaité continuer parce que je pense que c'était le moment aussi pour insuffler une nouvelle énergie. Et puis donc c'est mon entraîneur adjoint Roland Jamelot qui va reprendre le flambeau et puis qui va maintenant continuer à écrire l'histoire de la section féminine de Saint-Malo.
Voilà, avec tout ce qu'on a construit, s'appuyer sur nos points forts, essayer d'en trouver encore de nouveaux, de trouver de nouvelles idées pour nous faire progresser encore. Mais non, je suis plutôt optimiste. Je pense que, en tout cas, les dirigeants ont aussi toujours la volonté, parce qu'ils auraient pu se dire aussi on arrête. Non, ils veulent continuer. Donc tout est réuni pour que on reparte sur une belle dynamique. Est-ce que tu garderas un œil sur les filles ou tu vas complètement basculer chez les garçons? Non, je garderai bien sûr toujours un œil attentif. Hein. C'est ma première expérience en tant que coach. Donc c'est un petit pincement au cœur pour moi quand même de laisser cette équipe-là, mais je ne la laisse pas vraiment parce que je reste au club. Je suis aussi responsable technique de tout le club, donc la section féminine dans son intégralité, et puis des garçons jusqu'à la Nationale 2. Donc on est justement au club, c'est qu'on veut aussi s'appuyer sur ce point fort qui est le fait d'avoir deux sections ambitieuses, la masculine et la féminine. Et voilà, on crée des ponts et on fait du travail ensemble pour faire progresser les deux. Voilà, parce que les deux peuvent s'apporter. Donc on travaille là-dessus. Donc j'aurai toujours un œil attentif sur la section féminine, bien sûr. Et puis je serai toujours là si besoin. D'accord. Oui, je pense que tu vas bien évidemment suivre attentivement la Coupe du Monde. D'autant plus qu'il y a une ancienne joueuse à toi qui évolue dans le groupe français, qui est donc Léa Le Garec. Comment tu vois donc notre équipe de France et comment tu la ressens? Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de manques, beaucoup de difficultés par rapport aux nations comme les États-Unis ou l'Allemagne ou l'Angleterre? Ouais, alors bien sûr. Alors déjà, la première chose, c'est que je vais effectivement suivre la Coupe du Monde. Parce que déjà c'est l'équipe de France et puis c'est la compétition phare du monde féminin, et puis aussi effectivement parce que on a toujours un œil sur nos anciennes joueuses, et puis Léa qui a passé 2 ans et demi chez nous a laissé un bon souvenir, a apporté beaucoup à notre projet, et puis donc on est très heureux de la voir évoluer à ce niveau-là. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, comment je vois l'équipe de France évoluer sur cette Coupe du Monde. Ils sont aussi sur un nouveau cycle avec l'arrivée d'Hervé Renard. Je pense qu'il va apporter son expérience, parce qu'il a vécu des Coupes du Monde aussi avec les garçons, des compétitions de haut niveau. Mais après, c'est un effectif aussi qui est en construction. Il y a eu quand même des changements de joueuses, des joueuses qui sont parties, d'autres qui sont arrivées. Voilà, donc c'est un effectif qui se construit. Moi, je crois en cette nouvelle dynamique. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour aller chercher un titre? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils vont faire le maximum. En tout cas, on les supportera aussi. Qu'est-ce qui manque? Moi, je pense qu'il manque un peu de temps. Après, le football féminin, moi, je suis bien placé pour le voir parce que moi, j'y suis depuis 10 ans, plus de 10 ans, a vraiment beaucoup évolué sur ces 10 dernières années. Maintenant, les autres pays vont aussi très très vite. Je pense qu'ils vont très très vite, surtout dans la médiatisation, dans l'affluence qu'il peut y avoir dans les stades. Voilà, c'est ça qui nous manque pour peut-être basculer et peut-être avoir un championnat encore plus fort et donc des joueuses encore plus fortes. Après, on a nos joueuses aussi qui commencent à partir sur l'étranger. Donc je pense qu'il faut faire attention, il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on travaille vraiment sur l'attractivité de notre championnat pour pouvoir conserver quand même nos meilleurs éléments. On en forme quand même beaucoup, c'est un peu comme chez les garçons, on forme beaucoup de joueuses de qualité. Maintenant, il faut qu'on arrive à les garder et vraiment à faire un championnat encore plus fort et donc encore une équipe de France encore plus forte. Voilà, je pense qu'après il faut du temps. Alors est-ce que ça sera peut-être cette année, ça peut être un petit peu juste, mais en tout cas moi j'ai bon espoir que dans un futur assez proche on soit en capacité de remporter cette Coupe du Monde. Bon, si c'est cette année ça sera très bien, mais voilà, je pense qu'en tout cas il y a. Est-ce que la professionnalisation va être un plus incontestablement? Forcément, elle va dans ce sens-là. Après, il faut que tout le monde joue le jeu. Ça demande des efforts. Franchement, ça demande des efforts. Nous, on a fait à notre niveau, on a fait des efforts incroyables. C'est-à-dire, quand un club
les dirigeants d'un club veulent consacrer 25% à sa section féminine, c'est vraiment très important. Moi, j'étais quand même déçu par moments où on allait sur des clubs professionnels et puis on jouait dans des stades, on ne jouait pas sur le stade des pros. Voilà, on allait jouer sur des stades à côté, des fois de pas super bonne qualité. Je trouvais que c'était pas respectueux. Donc ça demande un engagement, ça demande de l'effort, mais je pense que si tout le monde le fait, on peut monter le niveau global du foot féminin en France. Et tout le monde doit, les fédérations, les clubs, tout le monde doit s'y mettre pour faire progresser ça. Parce que c'est pas inné, il faut convaincre, il faut parfois... Même si c'est mieux, hein, mais moi, ce que je l'ai vécu, il faut changer parfois un peu les mentalités, les représentations des gens. Donc ça demande de l'engagement, des efforts. Donc il faut que tout le monde les fasse. Nous, le choix, par exemple, à l'US Saint-Malo, il a été de faire évoluer l'équipe première garçon et l'équipe première féminine sur le même terrain. Voilà. Donc on a des conditions pour filmer les matchs, si on le veut, qui sont bonnes. Mais voilà, et sur certains clubs, ils vont jouer sur le terrain annexe où il n'y a pas de possibilité de filmer. Donc tout de suite, le rendu, il n'est pas le même, quoi. Et après, c'est faire aussi des efforts pour faire venir les gens au stade. Je vois, nous, sur notre dernier match, avant-dernier match, on va jouer à Nantes. C'était un match à enjeu parce que les deux équipes jouaient, tous les deux on jouait notre maintien sur ces matchs-là, sur notre maintien en D2. Et Nantes avait fait une grosse promotion autour de ce match-là et tout ça. Et incroyable, il y avait 1300 personnes, voilà, le stade, c'était le Marcel Sopin, ouais. Donc il a été changé, hein, c'est plus comme à l'époque, mais quand même, c'est quand même une belle tribune, etc. Le stade était plein, donc ça avait créé un engouement. Donc ça montre bien qu'il y a possibilité de, mais ça demande de l'effort et du temps. Et en fait, c'est une vraie conviction. Et là où nous, ça a été dur pour nous, quand même, d'accepter ça, notre rétrogradation, c'est que nous, on l'a vraiment fait par conviction et on a pris des risques. Le club a pris des risques pour ça. Et sortir un budget comme nous, on a actuellement, c'est vraiment pas rien pour le club. Alors que certains clubs pro, je pense peut-être peuvent mettre plus, ou des infrastructures encore meilleures pour... voilà, mais ne le font parfois pas. Voilà. Et pourtant, ils ont quand même réussi parce que ils sont plus attractifs que nous. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose. Mais déjà, rien que les stades, effectivement, voilà, faire en sorte que on joue déjà dans les mêmes stades. Alors c'est sûr, les stades ils vont être peut-être moins pleins, mais je veux dire, en Angleterre, ils y arrivent. Mais après, l'Angleterre, c'est aussi différent, c'est qu'il y a une vraie culture. Les Espagnols, pareil, qui sont fans de jeu. Alors le jeu féminin, en plus, il est plus technique. Entre guillemets, ça va moins vite, c'est moins basé sur l'aspect athlétique. Donc c'est plus sur le jeu. Donc ça leur convient aussi. C'est un jeu qui est latin. Et il y a autre chose aussi, c'est que... Mais attention, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer le sport féminin. Mais pour moi, il faut faire attention aux dérives aussi potentielles. Et là, moi, il y a quelque chose qui me faisait un petit peu peur. L'émergence des agents qu'il n'y avait pas. Hein. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Là, maintenant, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le foot féminin, avec des joueuses qui ne sont pas... oui, le statut de la joueuse n'est pas encore calé. Faut faire attention. On arrive quand même à des dérives où, lorsqu'on veut prolonger une joueuse qui est chez toi pendant 4 ans, depuis 4 ans, qui veut rester chez toi, et toi, tu as envie de prolonger, l'agent te demande quand même un billet parce que, pour la laisser chez toi, quoi. Donc, donc voilà. Donc tout ça, faut être vraiment vigilant pour pas qu'on arrive justement aux dérives qu'on a pu avoir à un moment donné chez les garçons. Évoluer, mais évoluer dans le bon sens. En gardant cette fraîcheur aussi qui fait, cette spontanéité qui fait le charme aussi du foot féminin. Écoute Fabrice, merci beaucoup. Merci à vous. On a pris beaucoup de plaisir à cet entretien. Plaisir partagé. On vous souhaite évidemment le meilleur pour ton club. On va suivre de très près la progression de cette équipe féminine de Saint-Malo, en vous souhaitant le meilleur. Ok. Oui, on va s'y atteler. Puis, moi, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur la sélection féminine, qu'on va continuer à essayer de faire évoluer. Et puis, on va essayer aussi de mettre un peu plus l'accent maintenant sur les garçons, en essayant aussi de
de se rapprocher, rapprocher aussi de l'élite. C'est une volonté aussi des dirigeants. Et puis voilà, je pense que ça serait bien aussi pour le bassin malouin, voilà, qu'on ait une équipe qui est au moins en national. Ouais, voilà, maintenant, il y a des choses, c'est pareil, il y a des choses à construire, donc on va s'y atteler. Et puis ça va être mes nouvelles missions. Une nouvelle étape. Donc une nouvelle mission pour moi, donc j'y vais avec beaucoup d'enthousiasme. Merci Fabrice. Merci à vous.